Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième édition de la chronique littéraire. Ce soir, je vais encore une fois vous parler de 3 livres. Donc je vais vous les présenter dans l'ordre. Le premier, ce sera Landor de Apulé. Alors je vais essayer de vous le montrer bien. De toute façon, je vais vous mettre l'image après, hein. Le titre complet, Landor ou les Métamorphoses de Apulé. C'est un très vieux bouquin. Donc je vais vous en parler en premier. Ensuite, dans un second temps, on avait parlé de Frankenstein la semaine dernière, rappelez-vous. Cette fois, on va parler encore d'un grand nom du fantastique slash science-fiction. Le plus grand à côté de Frankenstein, Dracula. Tout simplement. C'est un des livres qui m'a le plus marqué dans l'écriture de l'imaginaire. C'est un bon gros pavé celui-là, hein. Et on va conclure avec un petit morceau, pour le coup, en termes de taille, mais un gros morceau en termes de contenu. Lorsque j'étais une œuvre d'art de Eric Emmanuel Schmitt. Voilà, ça c'est les 3 bouquins dont je vais vous parler ce soir. Landor ou les Métamorphoses, qu'est-ce que c'est? C'est un roman. Alors c'est assez rare pour l'époque, puisque c'est paru. Alors, on n'a pas exactement de date de sa parution, parce que ça fait partie d'œuvres qu'on a retrouvées en fait. C'était sorti environ, on estime, vers le milieu du 2e siècle, après JC du coup. Donc, ça date pas d'hier quoi. Ça a été écrit par Apulé. Apulé, c'est qui? Eh ben, c'est un gars. Pareil, on n'a pas retrouvé grand chose de lui. Donc, on sait que c'est un philosophe, poète, auteur, tout ça. Mais on n'a pas retrouvé beaucoup de ce qu'il a fait parce que la plupart de son œuvre a été tout simplement perdue par le temps. Cependant, nous avons retrouvé Landor ou les Métamorphoses, qui est vraiment la pièce maîtresse de la carrière de Apulé. Apulé, il est né vers 125 à Mador. Mador, c'est une ville au nord-est de l'Algérie, qui a changé de nom, hein, depuis. J'ai pas noté son nom actuel parce que je suis un débile, mais c'est un peu comme Massilia qui est devenu Marseille, si vous voulez. Parce que, bah, là en l'occurrence, c'était pendant l'Empire romain. Donc l'Algérie était romaine à l'époque. J'ai bien fait mettre son, hein. J'ai mis né vers 125 et mort vers 125. Il a pas vécu longtemps le mec, mais il a eu le temps d'en écrire des trucs. Ses écrits à Apulé sont à peu de choses près les seules traces qu'on a de son existence. On ne sait pas vraiment ce qu'il a fait d'autre. On sait qu'il a étudié dans des universités romaines, des choses comme ça, mais on n'a pas grand détail sur sa vie. C'est pour ça que je vais pas faire un parallèle énorme sur la vie d'Apulé. Mais je voulais surtout vous recontextualiser le truc en vous disant c'est très très vieux. Ça a été écrit pendant l'Empire romain, il y avait très peu de romans à l'époque, hein, ça se faisait presque pas. Donc ça me paraissait important de le souligner. Et Landor, il est sous-titré ou les Métamorphoses. Parce qu'il faut savoir que Landor, en fait, c'est un titre, c'est pas le titre d'origine du bouquin, c'est un titre qui lui a été donné dans sa postérité au bouquin. C'est une écriture qui est assez lourde. C'est une écriture qui date, qui évidemment a un peu vieilli, hein, parce qu'on n'est plus habitué à lire des choses comme ça aujourd'hui, sauf en cours quand on est obligé. Donc je vous préviens dès maintenant, c'est une écriture qui peut être assez fat, assez dure à encaisser au début, mais quand on est habitué à lire des choses qui ont un peu d'âge, c'est un kiff absolu de lire ce bouquin. C'est fin la manière dont c'est écrit. Et je vous lirai des extraits de toute façon, donc vous vous rendrez compte un petit peu de la façon dont il amène ses phrases. Moi je trouve que c'est formidable. Et c'est un livre que j'ai dû lire sous la contrainte. J'ai pas décidé de le lire ce bouquin-là. Mais je l'ai lu il y a un an. Et je suis tombé amoureux du bouquin. J'ai adoré ce livre. Et alors que franchement, je m'y attendais pas, hein. Parce que tous les autres gens qui étaient censés le lire avec moi disaient tous ça, c'est de la merde, c'est horrible et tout. Je suis rentré dedans instantanément. Peut-être que si vous essayez de le lire, vous aurez du mal aussi. Je vous en voudrais pas. Je vais vous résumer l'histoire. Lucius est un aristocrate. Lucius est le nom du narrateur et c'est aussi le nom, enfin le prénom de Apulé en fait. Donc Lucius, c'est un aristocrate. Il va faire un voyage d'affaires en Thessalie. Voilà. Et dans son voyage d'affaires en Thessalie, il va découvrir la puissante pratique de la magie. Alors déjà, un récit de cette époque-là qui commence à parler de magie, de mysticisme, de sorcellerie, parce que c'est de ça que ça parle, c'est de ça que ça parle Landor, ça parle de sorcellerie littéralement. C'est assez rare, un bouquin qui parle de ça. Généralement, tout ce qui est fantastique à cette époque-là, on pourrait pas vraiment appeler ça du fantastique, ça reste des trucs, des récits mythologiques, des récits héroïques, des épopées. Là, c'est vraiment du fantastique, à proprement parler. Et c'est ce que je trouve aussi impressionnant par ce bouquin-là, c'est que, au vu de sa date de sortie, c'est assez dingue d'avoir voulu raconter cette histoire. Il découvre que la magie existe, il découvre que ça se pratique beaucoup en Thessalie, et il aura qu'une envie, lui qui est habitué à avoir tout, hein, c'est un gars qui est friqué. Voilà, Lucius c'est quelqu'un qui est habitué à avoir tout, à ce qu'on lui donne tout, il est riche, c'est pas le plus riche du monde, mais il est friqué quoi, il a de la thune, et c'est le genre de gars qui va avoir des servants si vous voulez, donc bon, à l'époque c'est normal je veux dire, mais pour les gens de sa caste on va dire.
Mais voilà, donc ça dresse un petit portrait de Lucius, quoi. Parfois il se comporte un peu comme un con aussi, hein. Tout lui est dû, tout doit lui parvenir à la minute où il l'appelle, enfin voilà. Et quand il arrive, il entend parler de magie, et il se dit, je veux ça. La magie, moi je veux faire ça. Il voit qu'il y a des sorcières, qu'il y a des femmes qui pratiquent des arts un peu occultes, et il est fasciné par le truc, quoi. Et il dit, moi je veux déjà en être témoin, et je veux le faire. Je veux faire de la magie, je veux apprendre à faire ça. Pour son voyage d'affaires, il est hébergé chez son pote Milo. Voilà, chez son pote Milo et sa femme Pamphile. Et il se trouve que sa femme, Pamphile, est une sorcière. Quelle aubaine! Le mec il veut découvrir la magie, il veut découvrir la sorcellerie, il a une sorcière sous le toit, dans le toit sous lequel il dort, quoi. Enfin, sous le toit sous lequel il dort, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est parfait. En plus de ça, il y a une servante dans cette maison qui s'appelle Fotis. Et puis bon, je viens, quitte à faire un voyage d'affaires un peu loin de chez soi, d'aller voir un pote qu'on n'a pas vu depuis longtemps, de découvrir des nouvelles choses, de rester un moment, autant se taper la servante. Donc il va se taper la servante Fotis, mais ça va être presque une amourette en fait qui va se créer au fur et à mesure. C'est un peu mignon du point de vue de Fotis, c'est un petit peu relou du point de vue de Lucius, parce que lui c'est un vrai con, hein, mais voilà. Et Fotis qui elle, vraiment, elle tombe amoureuse de ce mec là. Un soir elle va lui dire, bah écoute, là faut que tu viennes avec moi, on va être discret. Mais il y a Pamphile, donc la femme de son pote, la sorcière, qui va se métamorphoser. Ce soir, elle va se métamorphoser, et donc ce que je te propose, c'est qu'on aille regarder ça de loin, en étant discret, parce que sinon elle le fera jamais. Elle veut pas qu'on en soit témoin, normal. Et elle va se transformer, et si tu veux, je vais te montrer, parce qu'elle connaît son attrait pour cette sorcellerie, cette magie. Donc ils vont se cacher dans un couloir, tranquillement, comme ça, ils vont regarder. Et il se trouve que Pamphile va se changer après un rituel où elle se tartine le corps d'un onguent magique. Elle va se changer en hibou et elle va s'envoler. Alors Lucius il voit ça, il pète un câble, il est en mode mais je veux ça, je veux faire ça. Donc écoute Fotis, je veux ça. Et lui il sait que Fotis elle l'aide généralement à certaines transformations, parfois à s'appliquer les onguents quand c'est un peu difficile ou des choses comme ça. Donc il lui dit bah écoute, va chercher l'onguent qu'elle a utilisé, badigeonne-moi, je veux me transformer. Fotis qui trouve que c'est pas forcément une bonne idée, mais elle l'aime, donc elle va céder. Elle va aller chercher l'onguent, il va se déshabiller, elle va le tartiner d'onguent comme elle a appris à le faire. Il va commencer à se transformer, pas comme il s'y attendait, quoi. Je veux dire, les formes que prennent son corps sont pas logiques. Et elle se rend compte, la pauvre Fotis, qu'elle s'est trompée d'onguent. Et c'est pas en hibou qu'il est en train de se transformer, c'est en âne. C'est bon. En soi, tu te dis, c'est pas grave, il va redevenir un homme bientôt. Sauf que c'est plus compliqué que ça. Donc là, il peut plus parler, c'est vraiment littéralement un âne. Mais il a gardé son esprit, sa conscience. Elle lui explique, bon, désolé, je me suis mal débrouillé. Il y a une manière de te retransformer, c'est de manger une rose. Il faut que tu avales une rose. Sauf qu'on n'en a pas, et donc, première heure demain matin, je vais acheter des roses, et je t'amène ça, et tu redeviendras un homme. Sauf que tu peux pas rester dans la maison dans ces conditions-là. C'est pas... Voilà, tu vas te faire chasser, tu vas passer la nuit dans l'écurie. Donc déjà, rien que là, tu sens que le Lucius, il doit avoir le seum, il est habitué, il est riche, il a des serviteurs, il a tout ce qu'il veut, machin, et là, il va passer la nuit dans l'écurie avec les chevaux. Ça commence bien pour lui, hein. En même temps, mérité. Il va aller dans l'écurie, sauf que, pas de chance, la nuit, il y a une équipe de voleurs qui vont... Enfin, une bande de voleurs, une bande de voleurs qui va rentrer dans la maison de Milo, et qui vont venir voler tout un tas de choses. Et en sortant, pour trimballer leur butin, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voler les chevaux et l'âne. Donc il va se retrouver chargé avec plein de richesses, plein de décorations, de bijoux, de choses, de vases en bronze en tout genre. Et lui, il pourra rien faire parce que il peut pas parler. Il peut pas expliquer à ces hommes qu'il est un homme. Donc il va être embarqué avec cette équipe cette bande de brigands. Et c'est là que commencera le voyage de l'âne de Lucius, du coup, en tant qu'âne. Il va vivre des choses complètement dingues qu'il n'aurait jamais vécues s'il était resté dans son train-train quotidien. Mais majoritairement des trucs pas faciles. Déjà, il vivra le quotidien d'un âne, qui est un animal de trait, qui est un animal auquel on confie des tâches difficiles, physiques, qui quand il désobéit, on le frappe sans vergogne. Et lui, il va connaître tout ça. Parce que lui, quand on va lui dire, bon bah écoute, tiens, tu vas tirer ça sur des kilomètres, il va pas être d'accord. Sauf qu'au vu de tous, c'est un âne.
Un âne, quand il n'est pas d'accord, c'est un coup de latte. Voilà, belle époque, et c'est encore un peu le cas aujourd'hui, mais bon, ça c'est pas le débat. Donc il va se retrouver plus bactère en fait, alors qu'il avait tout ce qu'il voulait. Là, on voit aussi l'aspect philosophique hein, du récit, rien que dans le pitch quoi. Le truc qui est intéressant aussi, c'est que les gens qui ont des secrets, qui partagent des choses de manière un petit peu, voilà, un petit peu cachée avec d'autres, quand ils pensent que personne ne les écoute, bah un âne, ça va pas les empêcher de se confier leurs secrets. Donc il va être témoin de toutes les horreurs du monde, que les gens se partagent comme ça, en pensant que personne ne les entend, alors que lui, il est là. Donc ça, c'est intéressant aussi. Il va comprendre beaucoup de choses, il va beaucoup réfléchir, hein, c'est un roman très très introspectif. Mais pas seulement. Parce que Landor, disons que le scénario de Landor, qui raconte du coup cette histoire de cet homme habillé, transformé malgré lui en âne, et qui voyage un peu partout, c'est aussi une excuse de l'auteur en fait pour nous raconter des histoires. Donc il va nous raconter plein d'histoires qui en soi n'ont rien à voir avec Landor. Par exemple, à un moment donné, il est en train encore de se balader avec les brigands, et de porter leur fardeau, tout ça. Il s'arrête pendant une nuit, ils font un feu de camp, et ils tombent sur une autre bande de brigands dont le chef va leur raconter une histoire. L'âne nous rapporte cette histoire, puisque l'âne est le narrateur. Donc il nous raconte les histoires qu'on lui raconte en fait, dont il est témoin. À un moment donné, il va nous raconter un mythe sur Cupidon. Parce que pourquoi pas. Donc en fait, c'est presque un recueil de contes, avec entre les contes, cette histoire de cet âne qui vit, enfin de cet homme qui a pas de chance, mais c'est un peu mérité quand même. Donc c'est une histoire, c'est du karma mêlé avec des belles histoires. Pour que vous voyez un petit peu la façon dont c'est écrit, je vais vous lire deux extraits. Je vais vous lire déjà l'incipit. Alors pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qu'un incipit? Un incipit en fait c'est le début d'une histoire, c'est le début d'un récit. C'est le premier paragraphe d'un récit en fait. C'est un des trucs les plus importants qu'il y a dans un récit, un incipit. C'est ce qui va donner envie de continuer, c'est ce qui va accrocher le lecteur. La particularité de cet incipit, c'est que Apulée s'adresse à nous directement, en fait, dans cet incipit. Alors on pourrait se dire, est-ce que c'est Apulée lui-même, est-ce que c'est le narrateur? En même temps, est-ce que c'est vraiment si différent? Puisque le narrateur porte vraiment le prénom de l'auteur, donc voilà. En tout cas, c'est à nous qu'il s'adresse. Je vous lis. Livre premier. Je vais, dans cette prose milésienne, te conter toute une série d'histoires variées et flatter ton oreille bienveillante d'un murmure caressant, pourvu que tu daignes jeter les yeux sur ces papyrus égyptiens que la pointe d'un roseau du Nil a couvert d'écriture, et tu t'émerveilleras en voyant des êtres humains changer de nature et de condition pour prendre une autre forme, puis par un mouvement inverse se transformer à nouveau en eux-mêmes. Je commence. Voilà, c'est le début de Landor. C'est un petit paragraphe que l'auteur nous adresse juste avant de commencer le récit, en disant voilà, je vais vous parler de ça. Et je trouve que la façon dont il l'exprime est magnifique. Il y a juste un paragraphe en disant bon bah je vais vous raconter ça. Et bah il le fait d'une telle façon que tu ne peux pas t'arrêter. Déjà là j'ai failli continuer à vous lire parce que j'avais envie de continuer alors que je connais déjà le bouquin quoi. Bravo Pierre pour la traduction aussi. Ah oui, de Pierre Grimal, pardon, oui, bravo Pierre, ouais. Pour retranscrire une belle écriture comme ça, c'est vrai que j'ai pas pensé la semaine dernière, à parler des traducteurs, alors que c'est très important. Mais voilà, j'aime beaucoup déjà le... Pourvu que tu daignes jeter les yeux sur ce papyrus égyptien que la pointe d'un roseau du Nil a couvert d'écriture. Il est en train de te dire, j'ai écrit ça, si ça t'intéresse, lis-le. Mais il te le dit comme ça. Et je trouve ça magnifique. C'est ça que moi j'aime dans ces vieilles écritures. C'est... Aucune phrase ne doit être simple. Parce que chaque phrase peut avoir du pouvoir. Et moi, c'est ça que j'aime dans ce genre de bouquin-là. Et c'est tout le long du bouquin, c'est tout le long du récit comme ça. Hein. Tout le long du récit, il te sort des tournures de phrases à la fois alambiquées, mais tellement belles, que moi j'ai adoré. C'est aussi grâce à ça que je suis rentré dans le bouquin directement quand je l'ai lu. Hein. C'est parce que quand un bouquin est écrit comme ça, quelle que soit l'histoire qu'il raconte, de toute façon, ça va être bien. Ça va être très bien même. Donc voilà, rien qu'à l'Inkipit, j'étais déjà convaincu. Et j'avais choisi, sélectionner un autre extrait, qui était page 109. Alors l'Inkipit était la page 37. Hein. Alors à ce moment-là, donc Pamphile, la sorcière, la femme de son ami, vient de se transformer. Et lui vient d'être témoin de ça. Et tu vois ce qui se passe un peu dans sa tête quand il le dit. Enfin quand il le voit. Donc là, il s'adresse à Photis, donc à la servante dont il est amoureux, mais elle est vraiment, vraiment dingue de lui. Il s'adresse à elle, qui est donc à ses côtés, ils viennent d'être témoins de ça. Quand il dit elle, il parle de la sorcière. Elle,
Elle s'était métamorphosée par ses enchantements et volontairement. Mais moi, qui n'avais été ni enchanté ni victime d'un sort, je demeurais frappé de stupeur devant le fait dont je venais d'être témoin, et j'avais l'impression d'être n'importe quoi, sauf Lucius. Hors de moi-même, stupéfait jusqu'à la démence, je vivais un songe éveillé. Je me frottais longuement les yeux, me demandant si vraiment je ne dormais pas. Enfin, je revins au sentiment de la réalité, et saisissant la main de Photis, je la portai à mes yeux. Permets-moi, je t'en supplie, dis-je, tant que l'occasion nous y invite, de devoir à ton affection un service considérable, unique. Donne-moi un peu de cet onguent, de la même boîte. Je t'en conjure, par ces yeux qui t'appartiennent, mon petit sucre. Attache-toi de la sorte à jamais par un service que l'on ne saurait assez reconnaître. Celui qui est déjà ton esclave, et fait en sorte que je sois auprès de toi, ma Vénus, un amour ailé. J'aime trop ce bouquin, je vous jure. Ça pareil, le sous-texte c'est elle s'est transformée, je veux faire pareil, meuf, je t'aime, fais-le pour moi quoi. Et la façon dont il le dit, mais c'est une beauté. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, vous avez le droit de ne pas l'être. Mais la façon dont il lui demande ce service, attache-toi de la sorte à jamais par un service que l'on ne saurait assez reconnaître celui qui est déjà ton esclave, et fais en sorte que je sois auprès de toi, ma Vénus, un amour ailé. C'est fou quoi. Quand il se balade du coup avec ses brigands, alors il va finir par être acheté par des gens, il va finir par... Enfin voilà, il va faire tout un délire, il y a vraiment 300 pages d'aventure de ce fameux âne. À aucun moment il va avoir une putain de rose. Hein. C'est dommage quand même, il traverse que des rues où il n'y a pas de rose chez les gens quoi. Mais c'est même pire que ça, c'est que par moment tu vois... il va voir une rose au loin, il va essayer de s'en approcher, mais vu qu'il sort de l'endroit du chemin, bah, il se fait frapper, il se fait battre, c'est horrible. Et il y a des moments qui sont très durs hein, avec Landor. Il y a des moments où tu te mets à sa place et tu te dis putain. Bon, ce gars-là, Lucius, à la base, c'est un con, mais il en a déjà payé le prix. Là, c'est du surplus qui est pas nécessaire pour lui. Et tu finis par avoir de la peine pour lui, alors que de base, tu dis que c'est un peu mérité quand même. Je décris Lucius comme étant vraiment une mauvaise personne. C'est pas une mauvaise personne, Lucius. C'est pas une mauvaise personne, c'est pas une bonne personne quoi. C'est le Romain moyen de l'époque quoi. C'est pas, c'est un gars, disons, un voyage initiatique ça peut que lui faire du bien. Mais c'est pas non plus quelqu'un qui a commis des choses horribles, c'est pas, voilà. Donc au final tu te dis mais c'est pas mérité de passer des années dans la peau d'un âne, à en chier tous les jours, à douiller, à galérer, à vivre des choses horribles, à dormir dehors dans le froid, enfin voilà. Ça j'avais écrit, cet homme qui était le centre de l'attention, qui avait de l'argent, tout ce qu'il voulait, se retrouve dans la peau d'un animal, doit effectuer des tâches difficiles, se faire battre tous les jours, qui n'a qu'une seule envie, hurler « je suis un homme ». Et ça pose énormément de questions, sur des questions philosophiques, sur l'identité, sur la reconnaissance de l'autre, sur... c'est hyper intéressant, enfin je trouve en tout cas que c'est très très intéressant. Je sais pas ce que vous pensez, ce que vous en avez pensé de l'écriture, de ce que je vous ai lu. Mais c'est une écriture à laquelle moi je suis sensible. Déjà moi j'aime beaucoup la poésie, je trouve que c'est très poétique par moments, rien que la déclaration, enfin pas là c'est pas une déclaration d'amour, qui camoufle une demande dans l'instant qui lui est... qui s'impose presque à lui tellement il désire ça. Je trouve que c'est écrit d'une beauté, c'est formidable. Après voilà, c'est pas un livre facile à lire. Parce que, donc oui c'est ce que je voulais dire au début, c'est que cette écriture elle est présente pendant tout le bouquin. On pourrait avoir envie que ce soit raconté plus simplement. Mais ça c'est surtout si on n'est pas trop habitué à ce genre de langage. Je veux dire, si tu lis que des bouquins récents, même si tu lis beaucoup, si tu lis que des bouquins récents, t'auras pas du tout l'habitude de ce vocabulaire-là, et il peut te déranger. Même si... Moi j'en suis dingue de ce vocabulaire-là, de cette façon de parler, mais c'est pas pour tout le monde. Donc voilà à peu près ce que j'avais à vous dire sur Landor. Nous allons passer au prochain, et pas des moindres, puisqu'il s'agit ni plus ni moins de Dracula. Oh la vache. Celui-là, il me fout la pression parce que il y a tellement de trucs à dire. Bon, du coup, Dracula, alors là, ça va être autre chose. Hein. Là, on part dans le fantastique. Avec Dracula, avec un sacré gros pavé, encore une fois. Hein. Parce qu'en plus, ça, c'est une édition avec des grandes pages. Alors, par contre, regardez à quel point il est beau ce bouquin, putain, mais... Oh là 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 là. Dans mon édition, il y a combien de pages? Il y a 471 pages, et c'est des grandes pages. Ça vous donne à peu près le... Voilà. Un ordre d'idée, on va dire, de la taille du bouquin. Je peux pas vous parler de Frankenstein sans vous parler... Enfin, de Frankenstein. Pardon, de Dracula, sans vous parler de Bram Stoker. Bram Stoker qui est donc l'auteur de Dracula, et qui a créé ce personnage.
que maintenant tout le monde connaît. Bram Stoker, c'est un écrivain irlandais qui est né en 1847 et il est mort en 1912. La particularité de Bram Stoker, c'est que personne ne le connaît. Un peu comme Mary Shelley avec Frankenstein. C'est aussi pour ça que j'ai eu l'idée de vous parler de Dracula aujourd'hui. Et je me suis dit, on va continuer dans les auteurs qui se sont fait défoncer leur popularité par leur propre création. Donc personne ne connaît ce mec qui du coup a créé un des personnages les plus connus de tous les temps. Hein. Donc c'est quand même assez ironique qu'on le connaisse pas. Donc c'est un écrivain irlandais. Donc voilà, son monstre aura complètement éclipsé son propre succès. Cet auteur-là, il n'a pas écrit que Dracula. Il a aussi écrit quelques romans du genre Le repère du ver blanc, Le joyau des 7 étoiles, que j'ai là du coup. Et il a écrit beaucoup de nouvelles également. Mais il n'aura pas tant de succès de son vivant. Dites-vous que dans sa rubrique nécrologique, on parle même pas du fait qu'il a écrit Dracula. Donc il fallait à tout prix que je vous parle de cet auteur-là, Bram Stoker. Alors souvenez-vous de son nom, rien que par respect pour ce mec. Parce que quand même, quoi. Il aura pris 10 années de sa vie, Bram Stoker, pour écrire Dracula. C'est quand même pas mal. Hein. Pour vous faire un ordre d'idée, Stephen King, quand il a écrit le roman Ça, qui fait pas loin de 1500 pages, il a pris 4 ans. Donc dites-vous que pour Dracula, il a mis 10 ans. Il a fait des recherches, il a pris son temps, mais il fallait qu'il soit parfait. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est documenté sur l'histoire de la Moldavie et de la Valachie, en majorité. Et c'est de ça qu'il s'est inspiré, c'est pour ça que Dracula, il habite en Transylvanie, à côté de la Roumanie. Il s'est intrigué, en fait, il s'est intéressé à toute l'histoire qu'il y avait autour de ces zones-là, parce qu'il trouvait ça très intéressant, et il voulait voilà, placer contextuellement son personnage là-dedans. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui savent que le nom Dracula ne vient pas de nulle part. C'est une référence, en fait. Et c'est une référence à Vlad III Bassarab, aussi connu sous le nom de Vlad Tepes, c'est-à-dire l'Empaleur. Vlad l'Empaleur, c'est quelqu'un qui est... Enfin, son nom est beaucoup plus connu que ses actes. Hein. Et je vais pas vous faire un récapitulatif des actes de Vlad l'Empaleur, parce que c'est une chaîne tout public. Mais bon, voilà. Donc Vlad l'Empaleur, c'était un dirigeant en Transylvanie, qui était très 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 violent, et disons que il s'est inspiré beaucoup de lui pour faire son personnage de Dracula. Et un autre des surnoms de Vlad l'Empaleur, c'était Draculae. Draculae, qui signifie fils du dragon en roumain médiéval. Et donc voilà, il a nommé son monstre après Vlad l'Empaleur, littéralement en fait, en prenant un de ses surnoms et en faisant un prénom juste en enlevant une lettre. Il est passé de Draculea, ah oui c'est Draculea, de Draculea à Dracula. C'est comme ça qu'il a nommé son personnage. Je vais vous faire un petit résumé de l'histoire de Dracula. Si vous avez vu le film de Coppola et que vous l'avez aimé par-dessus le marché, franchement lisez-le. Parce que ça ne rend pas compte du tout du génie de Bram Stoker dans ce film de merde, dans ce film de Coppola. C'est un roman épistolaire. Alors qu'est-ce qu'un roman épistolaire, me direz-vous? Un roman épistolaire, c'est un roman dont le récit est raconté par l'intermédiaire de lettres interposées. Par exemple, les liaisons dangereuses. Les liaisons dangereuses de Chaudarlot de Laclos, on voit que des lettres. On voit une lettre, on envoie la réponse, on voit des échanges comme ça, des correspondances, et il n'y a pas de texte qui n'est pas une lettre. Toute l'histoire est transmise comme ça. Dracula, c'est un roman épistolaire différent dans le sens où là, c'est des extraits du journal de chacun des personnages. Par exemple, au début, on suit le journal de Jonathan Harker, qui est le narrateur, on va dire, principal de Dracula. C'est pas vraiment de narrateur dans le sens où c'est des lettres, hein. Donc, évidemment il parle à la première personne, mais il n'y a pas que lui qui fait des lettres et des journaux. Donc, mais c'est celui qu'on voit le plus en tout cas pendant la plus grosse partie du début, et qu'on voit plusieurs fois, enfin pas mal de fois derrière. C'est vraiment le personnage qui est pris pour personnage principal dans Dracula, en dehors du comte Dracula du coup qui a donné quand même son nom au bouquin, mais disons, Dracula est tellement enveloppé de mystère qu'il est très très à l'écart, c'est-à-dire qu'on parle toujours de lui, mais on le voit pas souvent en fait. Donc on peut pas dire que Dracula est le personnage principal de Dracula, ce serait plutôt Jonathan Harker. Voilà. Jonathan Harker, parce que ça se passe en Angleterre, même si Bram Stoker est irlandais. Enfin ça se passe d'un côté en Angleterre et de l'autre côté en Transylvanie, hein, évidemment. On va aller quand même voir Dracula un petit peu. Jonathan Harker, c'est un clerc de notaire. Et donc il vit à Londres. Et il va partir en voyage en Transylvanie, dans les Carpates. Je suis désolé, j'adore ce mot, les Carpates. Donc il va aller dans les Carpates afin d'engager une transaction immobilière
avec un certain comte Dracula. C'est littéralement juste un vampire millénaire qui se dit tiens, et si j'achetais une baraque à Londres? C'est ça le pitch de base de Dracula. Hein. Ça a l'air con comme ça, mais c'est ça. Donc il va, Jonathan Harker, être dépêché pour aller négocier ça avec Dracula, chez lui, dans son château, en Transylvanie. Donc il va faire un joli voyage. Et il va arriver près des Carpates, donc qui est une chaîne montagneuse, hein, les Carpates si je ne dis pas de bêtises, qui sépare la Moldavie et la Valachie, je crois. Il va arriver dans ce nouveau pays qu'il ne connaît pas du tout, hein, il n'en connaît pas la langue, il connaît quelques mots, mais voilà, il se démerde pas vraiment. Donc il parle avec des bribes d'allemand dont il se souvient vite fait. Il va arriver dans un hôtel, parce que Dracula lui avait envoyé une lettre en disant bon écoute, tu vas dans cet hôtel là, et moi je t'emmène une calèche qui va venir te chercher pour t'emmener jusque chez moi. Alors, inutile de le prendre, je le précise quand même, mais évidemment, Jonathan Harker ne sait pas que Dracula est un vampire. Je tiens à le préciser quand même, parce qu'on sait jamais. Disons que Jonathan Harker, lui, il vit dans un monde où les vampires, ça n'existe pas. Hein. C'est pour ça que quand il voit la réaction des gens qui sont dans l'hôtel, quand il leur dit bon bah moi je vais chez Dracula, il est très surpris de voir les réactions de ces gens-là. Parce que il va donc être en rapport avec les clients de l'hôtel, avec la personne enfin le couple qui gère l'hôtel. Il va recevoir une lettre avec quelques pièces dedans, des pièces d'or, pour payer la calèche. Quand la personne qui gère l'hôtel va voir que c'est Dracula qui a signé, il va lui demander mais vous allez chez le comte Dracula là? Et il dit bah, oui pourquoi c'est pour le boulot quoi. Et eux, ils vont d'un coup vous commencez à faire le signe de croix, ils vont dire non mais faites pas ça, par pitié faites pas ça quoi, elle est pas là-bas. Mais lui il comprend pas. Qu'est-ce qui peut être si terrible avec ce mec pour que vous me mettiez en garde comme ça, que vous fassiez le signe de croix et tout quoi. Et il comprend pas trop ce qui se passe. Et pareil, à chaque fois les clients qui entendent parler du fait qu'il va aller au château de Dracula, ils font tous le signe de croix, ils vont le voir en disant mais vous êtes sûr et tout. Bah, oui. Et au bout d'un moment la gérante de l'hôtel va carrément lui donner un pendentif religieux. Avec un crucifix dessus. Et lui au début, lui il est pas vraiment croyant, Jonathan Harker, et il va lui dire non et tout, mais elle insiste vraiment. Et elle dit non mais c'est que de la superstition quoi, mais bon, voyant son insistance et voyant que c'est bienveillant, bon il accepte, et elle lui passe directement autour du cou en mode vous gardez ça, hein. Bon, ok, très bien. Et donc pareil, tout ça c'est raconté du point de vue de Jonathan Harker. Donc on a vraiment de l'incompréhension, mais il l'écrit lui-même. On a aussi en plus de l'incompréhension et du doute, on a aussi tout ce sens du je suis en voyage d'affaires, ni plus ni moins. Par exemple, il raconte qu'il va aller manger quelque chose, il a goûté ce truc-là, c'était très bon, et entre parenthèses, note prendre la recette pour faire goûter ça à Mina. Mina qui est sa petite copine. Il est encore vraiment dans le délire du voilà, je visite un nouveau pays, c'est sympa, voilà, c'est une autre culture, et il sait pas du tout à quoi s'attendre en fait, il sait pas du tout ce qui l'attend. Il va sortir de cet hôtel pour aller prendre donc la fameuse calèche, parce que Dracula lui a envoyé la lettre en disant vous partez maintenant, donc vous dormez pas ici, c'était juste un point de rendez-vous quoi. Il prend la calèche, et en fait il est donc avec plusieurs personnes, et il les entend un peu parler. Et ça va être le premier extrait que je vais vous faire lire, enfin que je vais vous lire, je vais pas vous le faire lire, on n'est pas en cours. Traduction Alain Morvan. C'est page 11. Bon voilà, je sais vraiment pas du spoil, hein. Pour le coup, la page 11, c'est plutôt tranquille. C'est un truc, c'est pas une scène importante, c'est une scène qui m'amuse. Donc là voilà, il s'apprête à monter dans la calèche et il entend des gens parler devant en le regardant un petit peu. Et il parle pas en allemand ou en anglais, il parle dans différentes langues. Et lui il arrive à choper quelques mots. Et la raison pour laquelle je vous lis cette scène, c'est juste parce que je la trouve rigolote, en fait. Dans le sens où tout le monde, aujourd'hui, sait qui est Dracula. Je veux dire, moi, je vous dis Dracula, vous me dites, ah oui, le vampire. Bon, voilà. Tout le monde sait qui est Dracula. Sauf que lui ne le sait pas. Et la scène est rigolote pour le lecteur, en fait. C'est une scène qui est un peu ironique. Donc là, il entend les gens qui parlent. De toute évidence, c'est de moi qu'il parlait, car il me regardait de temps en temps, et certaines des personnes assises sur le banc situé à l'extérieur, près de la porte, il qualifie ce banc d'un nom qui veut dire porteur de mots, vinrent écouter puis me regardèrent, la plupart avec l'air de me prendre en pitié. J'entendais de nombreux mots que l'on répétait souvent, des mots étranges, car cette foule était constituée de maintes nationalités. Je dois dire qu'il ne me rassurait pas, car il y avait, entre autres, Ordog, Satan, Pokol, l'enfer, Stregoïka, la sorcière, Vrolok et Vlkoslak,
qui ont tous les deux le même sens et désignent, l'un en slovaque et l'autre en serbe, quelque chose qui est ou bien le loup-garou, ou bien le vampire. Note, il faut que j'interroge le comte au sujet de ses superstitions. Voilà. Le fait qu'il est tellement innocent à ce moment-là, qu'il dit tiens c'est bizarre les mecs qui parlent de vampires, bon faudra que je demande à Dracula ce qu'il en pense, c'est bizarre tout ça. Et sur cette scène tellement ironique quand tu sais, toi tout le monde sait que Dracula est un vampire, mais limite dans le bouquin, enfin à ce moment-là, lui c'est le seul à ne pas le savoir. Et justement les gens autour savent qu'il y a un truc qui se trame particulier avec Dracula, ils parlent carrément de vampires, et c'est le seul qui ne comprend pas que c'est de lui qu'il parle en fait. Et je trouve cette scène très très ironique, et c'est presque une scène qui te fait un peu faire un... Tu vois, ça, elle te fait souffler du nez quand tu la lis. Tu fais... Ouais, bah forcément, oui. Sauf que, pareil, le lecteur ne sait pas encore exactement à quoi s'attendre et à quoi... Enfin, ce à quoi Jonathan va être confronté, quoi. Mais voilà. Et vous aurez remarqué, au niveau de l'écriture, c'est soutenu comme Landor, bon, ça l'est moins, hein, c'est pas la même époque non plus. Hein. J'ai dit de quand date le bouquin ou pas? Je sais plus. 1897 le bouquin, du coup. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué à lire, Dracula. En vrai, ça va. C'est pas compliqué, parce que c'est presque du langage parlé, en fait, dans le sens où ils écrivent ça pour eux-mêmes. Après ça, Jonathan Harker va rentrer dans cette calèche avec tous ces gens, qui vont tous lui dire « Mais fais pas ça, Jonathan !» Il va dire « Mais foutez-moi la paix, c'est mon boulot, comment ça m'inquiéter, quoi, je sais pas, bizarre. » Et ils vont tous faire le signe de croix en boucle. Ils vont commencer à lui tendre des gris-gris, des petits trucs, à faire des espèces de rituels bizarres pour le purifier, pour empêcher les mauvais esprits de s'approcher de lui. Il en a un peu marre parce qu'il est tout sauf superstitieux en plus, Jonathan, donc on sait dire, c'est une autre culture quoi, ils sont bizarres les gens ici. Mais au bout d'un moment, donc cette calèche va s'arrêter, et le conducteur, on va dire, le conducteur de la calèche, va regarder les autres en disant dans une autre langue, c'est bon, j'ai 1 heure d'avance. Et il dit à Jonathan, oui bah bizarre il vient pas, bon bah écoutez je vous emmène ailleurs, hein, allez on se barre. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il a voulu faire exprès de l'emmener trop tôt pour être sûr que le cocher ne vienne pas le récupérer et se barrer en fait, pour le sauver du comte. Sauf qu'à ce moment là t'as une calèche qui arrive à toute berzingue derrière, qui est conduite par un mec à moitié encapuchonné, on voit pas trop son visage, on voit juste qu'il a une grosse barbe brune et tout, bon, voilà on sait pas trop qui c'est mais c'est le cocher de Dracula quoi. Et qui lui a tout entendu et a dit tiens t'as 1 heure d'avance, c'est bizarre, tu me fais pas ça d'habitude quoi. Et donc le premier cocher qui va être un petit peu en mode bon bah non c'était pas fait exprès, désolé et tout. Bon voilà, le mec prend Jonathan avec lui. Le cocher il est pas rassurant du tout. Son attelage, alors c'est des chevaux qui sont magnifiques mais c'est tous des chevaux noirs, mais noirs vraiment comme la nuit quoi, qui contrastent beaucoup avec la neige qu'il y a tout autour. Donc c'est une image qui est assez marquante pour Jonathan. Et la manière dont c'est décrit en plus, on voit que Jonathan est très mal à l'aise dès le début. Parce que lui, il est d'un certain côté de la calèche. Celle du comte arrive à côté, il peut pas sortir par sa porte, il est obligé de sortir, de se démerder pour sortir par l'autre côté, pour faire le tour. Il voit le cocher qui est trop bizarre et qui l'impressionne beaucoup. Il voit tous les chevaux qui sont énormes et qui sont super musclés et qui font trop peur. Et après, quand il monte dans cette calèche, il est déjà pas au maximum de l'aise, on va dire. Et le cocher part à toute vitesse. Et au bout de quelques dizaines de minutes, Jonathan se dit mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'on prend un virage à gauche en boucle là. Et à un moment donné, il prend un point de repère et il se rend compte qu'ils font un tour en boucle depuis genre 1 heure. Et il a envie de demander au cocher mais c'est quoi ce bordel, qu'est-ce que vous foutez quoi. Sauf qu'à ce moment-là, il change de trajectoire et il part dans une direction tout autre. Jonathan vraiment c'est cette accumulation de trucs qui n'ont aucun sens qui le frustre beaucoup, qui lui font même peur en fait. Et c'est vraiment décrit que Jonathan est terrorisé dans la calèche. Parce qu'en plus il commence à entendre des loups qui hurlent de partout. Il regarde par une fenêtre, il voit une meute de loups qui les suivent en courant, mais il se dit mais oh là là, mais où est-ce que je suis tombé quoi, c'est terrible. Et du coup, donc ils vont continuer comme ça. Au bout d'un moment, il va voir une espèce de lumière bleue, comme une flamme bleue dans la forêt. Le cocher s'arrête, il descend de la calèche pour aller faire je ne sais quoi avec cette flamme. Une fois qu'il revient, la flamme on la voit plus, donc on imagine qu'il est simplement allé l'éteindre, mais on sait même pas ce que c'est. Il arrive, il repart. À chaque fois que les chevaux s'emballent, il suffit qu'il les touche pour que les chevaux se calment. Donc c'est très bizarre tout ce qui se passe. Et puis à un moment donné, il descend pour aller éteindre une de ses flammes et il y a toute une meute de loups qui encercle la calèche avec Jonathan dedans, qui se met à hurler, qui est terrorisé.
et qui se dit mais il pourra jamais remonter, on pourra jamais repartir d'ici, je vais crever ici quoi. Sauf que du coup il commence à taper sur la calèche pour essayer de faire fuir les loups, il fait ce qu'il peut, le pauvre, c'est un clerc de notaire qui se retrouve encerclé par une meute de loups en Transylvanie là, ça, il a rien à faire là. Et le cocher va arriver, tranquille, les loups vont s'écarter sur son chemin, il va remonter et ils repartent. Bon alors à ce moment-là, Jonathan comprend que il n'y a rien à comprendre. Il, il est toujours terrorisé et il a envie de hurler, il a envie de se barrer, il a envie de lui dire non mais faites demi-tour, j'ai changé d'avis. Au moment où il se rend compte que la calèche s'est arrêtée devant un château en ruine, le château de Dracula. Donc le cocher il se barre et dit bon je vais chercher le comte. Et quelques minutes après, donc Jonathan descend et à la porte l'attend le comte Dracula lui-même qui vient l'accueillir. Et c'est la première fois qu'on voit donc Dracula dans le roman, qui est décrit comme étant un grand bonhomme, rasé de près à l'exception d'une moustache. Alors vraiment, on aurait décrit Dracula avec une moustache blanche, moi je pense que j'aurais éclaté de rire au début, mais bon, voilà, c'est original. Et ses yeux sont décrits comme étant rouges, mais un rouge qui transperce la nuit quoi. Et il parle très bien anglais, il parle très bien, il s'exprime très bien. Il propose à Jonathan un repas auquel lui-même ne touche absolument pas, mais bon voilà. Et en fait Jonathan, à partir du moment où il est devant le comte, il a plus vraiment peur. C'est assez bizarre. Il parle jusqu'au bout de la nuit, il va se coucher, lui il dort toute la journée, enfin... Vraiment un rythme qui n'est pas fait pour les convenir, hein, le pauvre. Hein. Le jet lag du futur, quoi. Et donc, ça, c'est la situation vraiment initiale. C'est donc Jonathan Harker qui vient dans le château de Dracula pour discuter avec lui d'un éventuel achat d'une. Comment on dit, d'une demeure, en gros, à Londres, quoi. Pour l'instant, rien d'exceptionnel. Mais c'est déjà une situation qui est décrite comme étant très angoissante, quoi. Et la façon dont elle est décrite est vraiment très forte. On est vraiment dans la tête de Jonathan, qui du coup techniquement a écrit ça le soir même, dans son journal du coup. Donc c'est intéressant, ce concept même de suivre l'histoire à travers son journal. S'il n'a pas écrit ça sur le moment en paniquant, en hurlant à la mort parce qu'il y avait des loups quoi. C'est vrai que l'aspect épistolaire du bouquin apporte beaucoup au récit et à la façon d'amener les choses. Et moi je trouve ça cool. Il y a une autre scène que je vais vous lire. Elle est un petit peu plus loin dans le roman. Elle est à la page 51, bon sur quasiment 500, donc en soi ça va. Ça vous spoil pas grand chose, hein. C'est toujours dans l'introduction du bouquin, c'est toujours Jonathan Harker, chez Dracula, tout ça. Mais disons que on entend toujours parler de vampires, tout le monde connaît le vampire, on a tous vu des films, on a tous joué à des jeux, on a entendu des musiques. Enfin, les vampires on en parle partout. Et parfois même de manière romantique. C'est original, mais ça se fait, et ça s'est même fait plutôt bien. Donc voilà. Sauf que maintenant, la définition même du vampire est un peu complexe à mettre en place dans notre esprit, parce qu'un vampire, ça peut dire tout et rien à la fois. Tu prends le vampire de Dracula, tu prends un vampire dans Salem de Stephen King, tu prends un vampire dans Twilight, dans Entretien avec un vampire, enfin, dans toutes ces œuvres-là, ils n'ont systématiquement rien à voir les uns avec les autres. Ils peuvent pas faire les mêmes choses. Genre, dans Entretien avec un vampire, ils peuvent lire dans les pensées. Alors, dans Twilight aussi, mais sauf que dans Twilight, eux, au soleil, ils brillent. Donc, voilà, il y a plein de règles différentes. Dracula, c'est pas le premier vampire qui apparaît dans la littérature, il y en a eu plein avant lui, mais c'est le premier vampire vraiment marquant, Dracula. Et celui-là, Bram Stoker, il lui a attribué plein de pouvoirs qu'on ne lui connaît pas vraiment. Alors, j'ai vu qu'une demi-heure du film, donc je sais pas s'il a ces pouvoirs-là dans le film. Ces pouvoirs, je vais pas vous les spoiler, parce que je trouve que c'est mieux de les découvrir. Et il y en a qui sont plutôt balèzes en plus hein, là-dedans, donc j'espère que ça vous met l'eau à la bouche, mais... Disons que c'est pas un vampire conventionnel, alors que c'est le vampire conventionnel par excellence, Dracula. C'est sur lui que tout le monde s'est basé derrière. Mais disons que lui, il brille pas au soleil. Gros charisme quand même, Dracula. Un gros charisme quand même. Hein. Ouais. C'est pour ça que Jonathan Harker, quand il le voit, il a plus peur. Il oublie presque tout ce qu'il vient de vivre. Alors que techniquement, c'est encore dans son esprit, puisqu'il l'écrit plus tard. Mais à ce moment-là, tout va bien. Il dit ah, on va manger. Bon, bah, très bien, moi je vais manger. On va discuter, du coup, vous voulez acheter à Londres. Ah, vous parlez très bien anglais quand même. Alors que le gars il vient d'être entouré par une meute de loups avec un cocher qui a fait s'écarter de lui les loups, il a vraiment séparé les loups en deux. Vous voyez ce que je veux dire, vous avez la ref. Et quand il arrive, il voit un château en ruine, genre personne ne peut habiter là-dedans, c'est pas possible. Et pourtant le comte se dresse devant lui, il lui dit bonjour, rentrez chez moi, vous y êtes invité, une connerie comme ça. Et tout est oublié. Tellement le vampire te met en confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu ça aussi dans Salem, de Stephen King, dont je parlerai sûrement un jour. Je vais pas commencer à vous parler d'un roman qui n'était pas prévu non plus, mais
Mais il y a un petit peu ça aussi. Ça, c'est un truc qui est souvent resté, hein. Le vampire est BG, tu vois. C'est un peu cohérent en plus, quand tu réfléchis même d'un point de vue scientifique, parce que il y a beaucoup d'animaux qui séduisent leur proie pour les attirer. Là, c'est pareil. Le vampire, s'il était monstrueux, terrifiant, à aucun moment il pourrait choper des proies et s'en tirer, quoi. Là, c'est les proies qui viennent à lui. C'est quand même vachement pratique. Parce que quand tu sors que la nuit, bon, faut y aller, hein. Je veux dire, y a pas de discothèque à l'époque, hein. Y a pas forcément de bar. Bon, il y a des auberges. Mais voilà, quoi. C'est peut-être un peu plus compliqué. Mais oui, donc effectivement, Dracula, il est bourré de charisme. Il a plein de pouvoirs complètement démesurés. Et il faut savoir qu'il n'habite pas tout seul, hein, le comte Dracula. Ça, on l'apprend un peu plus tard dans le bouquin, donc un peu plus tard, je veux dire, page 20, quoi, même pas. Mais il a donné une seule consigne à Jonathan Harker, parce qu'il reste chez lui quelques jours quand même, hein. Il a donné qu'une consigne à Jonathan, c'est quand vous allez vous coucher, vous ne sortez pas de votre chambre. Vous sortez de votre chambre le lendemain matin, quoi. Sous-entendu quand le soleil se lève. Mais avant ça, vous sortez pas de la chambre quand vous allez vous coucher. Donc Jonathan trouve ça très bizarre, il se dit bon. Après, Dracula il est très cool avec moi, donc s'il y a que ça pour lui faire plaisir, bon bah je le fais, mais en même temps c'est chelou. Et Jonathan c'est un gars qui est d'un naturel curieux. Donc qu'est-ce qu'il va faire ce connard? Eh ben, il va sortir la nuit. Sauf que il va tomber sur une pièce du manoir qu'il ne connaît pas. Enfin du manoir, c'est carrément un château, hein. C'est le château des Carpates. Il va tomber sur un endroit du château qu'il connaît pas parce qu'il a fait une visite quand même avec Dracula. Mais il est tombé sur une tour dans laquelle fallait pas aller. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va y aller. Parce qu'en plus il a vu que Dracula était parti. Donc il sait qu'il va pas se faire choper. Sauf que lui il sait pas qu'il y a d'autres gens qui vivent ici. Et donc il va se retrouver nez à nez avec 3 femmes qui disons aiment bien jouer avec la nourriture. Voilà. Inspiré d'un château qui existe d'ailleurs. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de choses qui sont basées sur des choses qui existent dans Dracula. D'ailleurs, dites-vous que Bram Stoker a fait tellement de recherches que lui, il décrit exactement la Transylvanie sans y être jamais allé. Mais je veux dire, tu viens de là-bas, tu le vois, le truc, quand tu le lis. Lui, il y est jamais allé, c'est juste documenté et il est. Et ça suffit pour qu'on s'y croit. Et c'est très impressionnant. Il y a certains auteurs encore actuellement qui arrivent à faire un truc pas. Enfin, à écrire comme ça, mais c'est assez rare, quoi. De réussir vraiment à transmettre quelque chose sans l'avoir vécu. Pourquoi est-ce que je vous lis ça? Donc c'est dans le contexte que je vous ai dit, hein, donc il se retrouve face aux 3 femmes. Il se fait un petit peu bolosser sacrément, il craint beaucoup pour sa propre vie. Il est avec ces trois femmes qui sont pas vraiment complètement humaines normales, on va dire. Elles se rapprochent un petit peu plus du maître de maison, quoi. Au niveau de leurs habitudes alimentaires, en tout cas. Et donc elles lui font bien comprendre que ça va être sa fête, quoi. Alors, pas du tout comme dans le film, hein. C'est pas des tarés lubriques qui sont en train de le traumatiser sexuellement. Ah non, rien à voir, hein. Non, non, là juste à jouer avec la nourriture en lui faisant comprendre qu'elles vont le bouffer, quoi. Sauf que Dracula arrive. Et Dracula, il est très en colère. Alors, il est en colère déjà parce qu'il avait interdit à Jonathan de sortir, mais également parce que ces 3 nanas là, il leur avait aussi interdit de toucher à Jonathan. Donc là, on va voir la colère de Dracula, décrite par Jonathan Harker. Et c'est là qu'on se rend compte vraiment de la dangerosité de Dracula, de sa prestance, et à quel point il fait peur, Dracula. Alors qu'il est décrit comme quelqu'un de rassurant, comme un mec ni beau ni moche, mais dont tu peux pas détacher ton regard. Et là, je vous lis du coup la colère de Dracula du point de vue de Jonathan Harker. Alors oui, c'est là. Mais à cet instant, je fus parcouru d'une autre sensation, rapide comme l'éclair. J'étais conscient que le comte se trouvait là, et j'avais l'impression qu'une tempête de fureur l'entourait de son tourbillon. Mes yeux s'ouvrant involontairement, je vis sa main vigoureuse agripper le cou frêle de la femme blonde et le tirer vers l'arrière avec une puissance colossale. La fureur métamorphosait les yeux bleus de cette femme. Ses dents blanches s'entrechoquaient de rage et la colère enflammait le teint clair de ses joues. Mais quant au comte, je n'avais jamais imaginé un tel courroux et une telle fureur, même chez les démons du gouffre de l'enfer. Ses yeux flambaient littéralement. Leur lueur rouge étincelait comme si, derrière eux, dansaient les flammes du feu infernal. Son visage était d'une pâleur de mort, et les linéaments en étaient aussi durs que les fils de fer que l'on aurait tirés. Les épais sourcils qui se rejoignaient au-dessus du nez ressemblaient désormais à une barre de métal animé et chauffée à blanc. Voilà. C'est la description de Dracula quand il est pas content, pas content. Et le pire, c'est que lui, il décrit ça, à ce moment-là, il est terrorisé, alors que cette fameuse colère n'est pas dirigée contre lui.
mais contre celle qui lui voulait du mal. Mais Jonathan, il est paralysé par la peur rien que de le regarder. Donc imaginez bien la différence entre la description qu'il fait dans un premier temps de Dracula, comme d'un hôte vachement sympa, qui lui fait passer des bons moments, qui le traite bien et tout, et cette espèce de machine à tuer, enfin il ne faut pas que c'est une machine à tuer, mais une machine de rage terrifiante dont il partage l'habitation pour l'instant. Donc là, il est enfermé dans le château avec cette chose, enfin avec ce mec terrifiant, et là il comprend qu'il est un petit peu dans la merde. Parce qu'il y a quelque chose que Jonathan met beaucoup de temps à comprendre, c'est qu'il n'est pas invité. Il l'a été, hein, mais il l'est plus depuis un moment. Parce que même s'il voulait partir, il pourrait pas. Parce que Dracula ne l'a pas décidé, tout simplement. Le début de Dracula, c'est ça. Mais Dracula, c'est aussi tout ce qui va se passer en Angleterre. Donc on va voir Mina Harker, du coup, enfin la future Mina Harker en tout cas, qui est la compagne de Jonathan, qui l'attend à Londres, hein, du coup, pour elle, il est juste parti en voyage d'affaires, et bon, ça commence à durer un peu longtemps, là, ça commence à se voir. Hein. Donc elle l'attend patiemment à Londres. On va voir plusieurs personnages, tous hauts en couleur, et on va voir un personnage qui n'est pas des moindres, puisque c'est la première apparition de Van Helsing. Van Helsing qui est un personnage qui est génial dans le bouquin. Si vous lisez Dracula, ce sera votre personnage préféré, c'est sûr. Van Helsing, il est génial. En plus, il a un accent, donc l'anglais c'est pas sa langue natale, je crois qu'il est censé être allemand, je sais plus. Je dis peut-être une connerie. Mais bon, il est pas anglais, donc l'anglais n'est pas sa langue maternelle, donc il fait des fautes, donc il est un peu attendrissant. Il s'appelle Abraham Van Helsing en fait dans le bouquin. Donc, Abraham qui vient du prénom, du vrai prénom de Bram Stoker, puisque Bram était un diminutif. Voilà. Et voilà, c'est vraiment un personnage qui est très 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 marquant, Van Helsing, et rien que pour lui, ça vaut le coup de le lire. Dans ce roman, il y a une atmosphère très sombre dès le début. C'est-à-dire que on met pas longtemps avant de voir le début du voyage de Jonathan qui se passe plutôt bien. Il va bientôt arriver au château des Carpates, il est content, bon voilà. Et le moment où il craint pour sa vie. Et ça progresse vraiment comme ça, ouais. Enfin, moi, je suis dans le mauvais sens, mais ça progresse vraiment comme ça. Et on connaît pas encore Jonathan, on sait pas si c'est un gars bien, s'il est sympa ou pas. Mais on s'inquiète déjà vraiment pour lui parce que on est vraiment dans sa tête, quoi. Et, et puis il y a voilà, la première apparition de Dracula, il apparaît vraiment comme un personnage extrêmement puissant, presque invincible. Donc on se dit, un tel antagoniste, comment tu fais pour le niquer? Bon, connaissant les vampires, on a tous une petite idée, voilà, tu peux penser au coup de crucifix dans le cœur, tu peux penser à de l'ail, tu peux penser à des trucs comme ça, mais là ça s'avérera potentiellement un peu plus compliqué, sans vouloir vous dire, vous raconter quoi que ce soit, mais voilà. Et, et pareil, quand on est dans la calèche, avec Jonathan, bah, tout comme lui, on essaie de comprendre ce qu'on voit. On essaie même avec notre connaissance du vampire qu'on a tous, ou potentiellement de Dracula, on essaie de comprendre, mais pourquoi le cocher, il craint pas les loups? Pourquoi il y a des flammes bleues dans la forêt? Pourquoi il va les éteindre? Enfin, on comprend que dalle. Et on est aussi perdu que lui, en fait. Mais tout comme lui, on est content de voir Dracula. Parce que c'est pour lui qu'on lit le bouquin. Et t'es là, tu comprends que dalle de ce qui se passe, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Est-ce qu'un jour il va sortir de cette calèche, quoi? Et d'un coup il est devant le château, et d'un coup Dracula arrive. Il est soulagé de voir enfin Dracula, de se dire je suis arrivé, tout ce qui vient de se passer c'est derrière moi, puis en plus il voit le mec charismatique au possible qui complètement lui fait oublier tout ce qu'il vient de vivre. Et nous pareil, on se dit ah c'est cool, la raison pour laquelle on a acheté ce bouquin, elle est devant nous. Donc on est rassuré, on est soulagé au même moment que Jonathan en fait. Et c'est plutôt bien fait à ce niveau-là. Le bouquin, il est très très long. Il raconte énormément de choses. Il y a beaucoup de péripéties, il y a beaucoup de personnages, il se passe plein de trucs. Et je vais pas vous raconter le livre plus que ça. Parce que vraiment, ce serait dommage. Pour le coup, Dracula, c'est un livre dans lequel il se passe énormément de choses, mais il faut les découvrir, ces choses-là. Parce que c'est très varié, c'est que les trucs auxquels on s'attend pas, et c'est brillant. Et encore une fois, comme pour ce que j'avais dit par rapport à Frankenstein la semaine dernière, quand j'ai découvert Dracula, moi j'avais j'avais vu aucune adaptation, j'avais déjà vu les trucs avec des vampires, je savais que j'aimais bien, mais je savais pas à quoi m'attendre. Déjà le truc le principe même que ce soit un roman épistolaire, ça je l'avais pas vu venir. Un bouquin qui parle de vampires et qui est épistolaire, je pensais pas ça possible, mais je trouvais ça génial. Et
Ça apporte vraiment quelque chose au livre, hein, comme je l'avais dit précédemment. Et j'ai vraiment découvert le personnage de Dracula comme je m'y attendais pas. Parce que pareil, c'est un vampire, mais qui est très différent de ce que je connaissais. Et tous les personnages sont hauts en couleur, ils sont tous importants. Il y en a peut-être un ou deux qui sont un peu plus laissés sur la touche, mais globalement, ils sont tous importants, ils ont tous leur rôle à jouer dans l'histoire. Et il y a tout ce côté enquête où ils essayent de comprendre quelle est la vraie menace qui plane, qui plane, tout simplement. Je cherchais une fin à cette phrase, mais je me dis, même le moindre petit spoil, je veux pas. Donc la menace qui plane, voilà, tout simplement. Comment est-ce que tu peux la convaincre, enfin la combattre, et est-ce que tu peux, tout simplement, en fait. Et pareil, il y a des choses qui se passent dans le bouquin. Au début, on se dit, mais pourquoi est-ce que c'est raconté, ça? Par exemple, il y a un des personnages principaux qui est médecin. Il travaille dans un hôpital psychiatrique. Et il y a un personnage qui est un patient qu'on voit tout le long du bouquin, régulièrement, et qui est très 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 marquant, si ce n'est traumatisant, pour le lecteur. Et pendant quasiment tout le long, on se demande, mais... Alors c'est intéressant, hein, c'est bien, mais pourquoi il est là? Et évidemment, il y a une raison, il y a une très bonne raison à sa présence dans le roman, mais pendant tout le long, on se demande, et quand on comprend, on est loin d'être déçu. On est même plutôt... on se dit même, putain, ah ouais, quand même, merde. Et rien que pour ça, ce roman, il est parfait. On comprend que Bram Stoker, il ait pris 10 ans pour l'écrire, parce qu'il est très complexe, il se passe énormément de choses, mais tout est fluide. La seule chose que tu veux quand tu fermes le bouquin, c'est le rouvrir, quoi. C'est pour ça, en vrai, enfin, il est très très gros. Bon, je rappelle, hein, il est épais comme ça, quoi. Mais j'ai vraiment pas mis longtemps pour le lire, très honnêtement. C'est une sacrée découverte, je peux que vous le conseiller. C'est du langage un peu soutenu, mais vraiment pas difficile à lire. Il est plus facile à lire que Frankenstein, je pense, même s'il est plus long. Un livre hyper intéressant à lire juste après Dracula, c'est le traité de vampirologie de Van Helsing, écrit comme si c'était Van Helsing qui l'avait écrit, comme s'il avait vraiment existé, et donc comme si les vampires existaient vraiment. J'ai trop envie de lire ce bouquin. Merci, merci Johanna de nous avoir fait part de ce bouquin. Si je le lis, je vous en parlerai, enfin ça dépend si j'aime bien, mais au moins je vous mentionnerai le fait que je l'ai lu, quoi. Mais c'est terrible parce que Dracula, il y a tellement de choses à dire sur ce bouquin, mais il y en a tellement peu que je peux me permettre de vous dire. Parce que je veux pas vous gâcher le plaisir. Franchement, lisez-le. C'est un des livres qui m'ont le plus marqué de ce que j'ai lu sur les 2 dernières années là. Il se passe de ces trucs dans ce bouquin. Je vous jure, rien que d'y repenser, j'ai qu'une envie, c'est de le lire, hein. Mais foncez, lisez ce roman. Il est formidable. Si je dois vous dire par rapport au roman dont j'ai parlé la semaine dernière, entre Frankenstein et Dracula, je pense que pour mon préféré dans les deux, je dirais que c'est Dracula. C'est à ce point-là, sachant que j'adore Frankenstein, hein, mais Dracula, je le mets un petit peu au-dessus quand même. Bon, allez. Trêve de Dracula, trêve de vampire. On va parler d'un truc un peu plus terre à terre, même si c'est complètement nawak. Donc, je vais vous parler de Lorsque j'étais une œuvre d'art. Hop, attendez, je vous l'affiche ici. Tac, tac. De Eric Emmanuel Schmitt, auteur français. Eric Emmanuel Schmitt est un auteur qui est né en 1960. C'est un livre qui est vraiment pété. Genre le pitch, fallait avoir l'idée, hein. Mais c'est génial. Donc c'est sorti en 2002, lorsque j'étais une œuvre d'art. Si vous connaissez pas Eric Emmanuel Schmitt, c'est un auteur qui a écrit quand même quelques bouquins. Il a aussi fait un peu de théâtre. Il a écrit La Dame en Rose, je crois que ça s'appelle comme ça, un livre que vous connaissez peut-être parce qu'il y a beaucoup de gens qui le lisent en primaire ou au collège. C'est Oscar et la Dame Rose. Ce bouquin n'a rien à voir. J'ai fait un résumé. Je vais vous lire le résumé tout simplement. Ce sera plus simple. Alors le personnage principal s'appelle Tazio. Tazio est un homme banal. Il n'est pas beau. Il est doué nulle part et il se déteste. Ça commence bien. C'est le petit frère de 2 jumeaux qui s'appellent les jumeaux Firelli. Ils sont connus sous ce nom-là. Et le truc c'est que, oui j'ai dit que je lisais le résumé mais en fait je vais vous le faire moi-même. Ces 2 jumeaux ils sont connus pour leur beauté en fait. C'est littéralement des mannequins, c'est des mecs, ils font partie des plus beaux mecs qui existent. Ils sont connus pour ça. Et lui c'est leur petit frère qui est pas beau. C'est dommage. Donc il a une frustration énorme rien que par rapport à ça, ce fameux Tazio. Et il a 20 ans au début du bouquin. Il raconte dans le bouquin que quand il est arrivé au collège,
et que les gens que les profs faisaient l'appel, ils disaient Firelli, Tagio Firelli, et ils demandaient t'as un lien avec les frères Firelli? Il disait fièrement oui, c'est mes grands frères, et tout le monde éclate de rire, même le prof. C'est un début dans la vie qui est pas simple, quoi. Parce que lui, bon, il est pas beau, alors que ses frères, c'est les définitions même de ce qu'est la beauté pour le commun des mortels. Donc ce fameux Tazio, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va faire des tentatives de suicide. Sauf que, même à ça, il est nul, parce qu'il en fait plein et il se foire à chaque fois. Mais c'est comme si le destin s'acharnait, quoi. Un coup, il va sauter du 5e étage, il y a un camion qui va passer en dessous, qui transporte des matelas mous, et il va atterrir là-dessus et il va même pas se faire mal, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il va foirer ses suicides, mais de manière ridicule en plus, ce qui va pas arranger son amour-propre, hein. Et voilà. Sauf qu'un matin, il va aller se suicider pour de bon. Donc il va en haut d'une falaise, qui est en plus connue pour ses suicides, hein, donc vraiment il peut pas se foirer, quoi. Il se met devant cette falaise, prêt à sauter. Je vous lis juste l'Inkipit, le tout début pour que vous voyez déjà le ton sur lequel c'est raconté. Parce que c'est raconté à la première personne aussi, celui-ci. Le ton sur lequel c'est raconté. Alors, vraiment première page du bouquin. J'ai toujours raté mes suicides. J'ai toujours tout raté, pour être exact. Ma vie comme mes suicides. Ce qui est cruel dans mon cas, c'est que je m'en rends compte. Nous sommes des milliers sur Terre à manquer de force, d'esprit, de beauté ou de chance. Or, ce qui fait ma malheureuse singularité, c'est que j'en suis conscient. Tous les dons m'auront été épargnés, sauf la lucidité. Rater ma vie, soit, mais rater mes suicides, j'ai honte de moi. Incapable d'entrer dans la vie et pas fichu d'en sortir, je me suis inutile, je ne me dois rien. Il est temps d'insuffler un peu de volonté à mon destin. La vie, j'en ai hérité, la mort, je me la donnerai. Ça commence comme ça. Bon, vous voyez un peu le ton du truc, quoi. En fait, c'est écrit avec un détachement de l'histoire, parce que c'est à la première personne, mais c'est un détachement complet. Et c'est vachement intéressant la façon dont c'est raconté. On sent le mec qui en peut plus, quoi. Il va aller du coup essayer de se suicider un bon coup en sautant d'une falaise. Sauf qu'au moment où il va sauter, il entend une voix qui lui parle et se rend compte qu'il y a quelqu'un derrière lui. Et qui a en plus un aspect assez étonnant. Et le mec il dit bon faites pas ça, attendez 2 minutes. Et il se retourne, il fait mais foutez-moi la paix, laissez-moi tranquille, je vais me suicider, je m'en fous de ce que vous avez à me dire, quoi, voilà. Puis il le regarde, c'est une espèce de mec un peu atypique. C'est un gars qui est habillé de manière très extravertie, très extravagante, pardon, ça voulait rien dire. Il est habillé de manière très extravagante. Il a des pierres précieuses dans les canines et dans les molaires. Voilà, c'est original, hein. Et, euh, et il lui dit en gros, te suicide pas, j'ai un truc à te proposer. Mais le mec ne le connaît pas, hein. Donc lui il va se dire bon bah fous-moi la paix, je te connais pas, laisse-moi tranquille. Donc il va se retourner et il sent le regard du mec sur lui. Et il sait pas pourquoi mais il saute pas. Et il se retourne vers le gars comme ça et il lui dit mais arrêtez de me regarder, ça me déconcentre quoi. Le mec va se suicider, hein, fait. Non mais allez-y, je vous regarde, moi j'aime bien regarder quand les gens ils viennent ici. Tu dis le mec aime bien regarder des suicides, mais c'est quoi ce délire quoi? Et vraiment ça n'a aucun sens. Et donc, voilà, il est devant, vraiment, devant sa bagnole, il le regarde. Bah vas-y. Et il saute pas. Et le mec il lui dit tu sais que à partir du moment où t'hésites pendant 4 minutes, c'est que tu sauteras pas. Donc, viens avec moi, on va discuter. Donc il s'approche, il se rend compte que le mec a des... il voit bien plus précisément les pierres précieuses qu'il y a dans les dents du gars et tout, enfin voilà. Le mec il lui dit écoute, je te propose un truc. Tu me donnes 24 heures. En 24 heures, je te donne une raison de vivre. Demain matin, mon voiturier, enfin mon chauffeur, il te ramène ici même, et si tu veux, tu sautes. Mais donne-moi 24 heures. Et donc le gars, il dit ok. Ok, je te suis. Donc il monte dans la voiture avec le mec. Ils arrivent chez lui. C'est une baraque qui est monumentale. Et en fait, ce gars-là, il s'appelle The Spitter Lama. Son prénom, c'est The Spitter, hein. The Spitter Lama. Je vous dis, hein, c'est un délire ce bouquin. The Spitter Lama qui est un artiste. Donc c'est le genre d'artiste qui fait des trucs qui sont même pas censés exister. Genre des portraits qui bougent, genre des sculptures mais avec du matériau liquide. Enfin, c'est que des conneries. Et du coup, il est milliardaire en fait. Parce que personne n'est capable de faire ce qu'il fait. Donc il est pété de thunes, mais d'une manière colossale. Mais je veux dire, dans sa maison,
Il y a des trucs qui sont presque impardonnables, genre, il y a des tableaux de lui en train de se taper des animaux, quoi. Enfin, il y a vraiment des trucs qui n'ont aucun sens, mais tu sais, des peintures un peu bibliques, tu vois, enfin, des trucs vraiment, voilà. Et donc, lui, il regarde ça, mais avec voilà, toujours un détachement, le fameux Tazio, parce qu'il se dit, de toute façon, je vais mourir demain, je m'en fous, quoi. Il va discuter un peu avec ce Zeus Peter Lama. Lui, il le connaissait pas, en fait. Il a jamais entendu parler d'un Zeus Peter Lama. Le gars est très vexé, d'ailleurs. Et, et donc, ce fameux Zeus Peter va lui demander, dis-moi, raconte-moi ta vie. Et donc, il lui dit, bon, vous connaissez les frères Firelli? Et le Red fait bah bien sûr, il fait bah je suis leur frère, il aurait fait mais non, tu te fous de ma gueule. Et là il se dit je pouvais pas mieux tomber que sur toi en fait. Parce que je veux dire, si The Spitter Lama est venu le voir, c'est pas pour rien, il avait une idée en tête le bouguet. Bah oui, ça reste un artiste hein, qui est pas toujours, comment dire, bienveillant, malgré ce qu'il pense, enfin ce qu'il présente. Parce que du coup il dit Tazio dedans, il l'appelait même s'il se trompait son sauveur. Son bienfaiteur, pardon, il l'appelait son bienfaiteur, alors qu'il se trompait évidemment en disant ça, parce que c'est pas son bonheur qu'il voulait The Spitter Lama, et ça on le sait très vite, hein, c'est pas un spoil. Ce qu'il va lui proposer, c'est de littéralement devenir une œuvre d'art. Qu'il ait une raison de vivre, puisqu'il est une œuvre, il est l'art même. Et en fait, le projet de The Spitter Lama, c'est de produire une statue vivante. Alors, une statue qui a le droit de bouger, hein, mais qui devra du coup poser dans des expos, mais littéralement une statue vivante. Alors je rappelle, il a sculpté du liquide hein, déjà, donc il a pas peur de faire les trucs chelous. Hein. Et Tazio il finit par accepter de faire cette expérience. Donc il va passer sur le billard, son corps va être modifié de partout, va être remodelé, resculpté, il n'aura plus aucun rapport avec ce qu'il était. Et la plupart de ces tissus seront même plus réels en fait, ce sera du matériau quoi, il y aura vraiment de la glaise, du marbre, les trucs. Enfin, c'est même plus vraiment un être humain, mais il est vivant. Il est vivant, il se réveille, vraiment à la Frankenstein quoi, et il devient du coup une œuvre d'art. Sauf que bah, maintenant, techniquement, il appartient à The Spitter Lama. Il a cédé son humanité, et il est devenu une œuvre. Et donc ce roman s'appelle Lorsque j'étais une œuvre d'art. Rien que pour avoir l'idée d'écrire un truc pareil, faut y aller déjà, mais c'est très très bien écrit, parce que Eric Emmanuel Schmitt, il a la faculté d'écrire vraiment de manière très poétique avec des mots très simples. Un peu comme Philippe Claudel la semaine dernière. C'est un peu du même acabit à ce niveau-là, en termes d'écriture, de façon de raconter les choses et de les décrire surtout. À ce niveau-là, il est très très fort. Alors oui, la statue s'appelle Adam Bis. Donc c'est pour ça que quand vous regardez, quand vous cherchez Lorsque j'étais une œuvre d'art et que vous voyez la liste des personnages, vous voyez Tazio, Adam Bis. Voilà, parce que du coup c'est la même personne, hein, c'est lui. Et, chose que je n'ai pas dite en plus, il fait 253 pages en poche. Ça se lit très vite. Alors là j'avais marqué donc page 19. Ça je crois que c'est avant qu'il... Non, c'est quand il raconte à The Spitter Lama sa vie un peu quoi. Je ne souhaite à personne de cohabiter dès l'enfance avec la beauté. Entrevue rarement, la beauté illumine le monde. Côtoyée au quotidien, elle blesse, brûle et crée des plaies qui ne cicatrisent jamais. Mes frères étaient beaux d'une beauté évidente, d'une beauté qui ne requiert aucune explication. L'éclat de leur peau avait quelque chose d'irréel. Ils semblaient produire eux-mêmes la lumière. Leurs yeux avaient l'air d'avoir inventé la couleur. Toutes les nuances de bleu s'y retrouvaient, du bleu azur au bleu marine, en passant par le bleu pervenche, le bleu ardoise, le cobalt, l'indigo et l'outre-mer. Leurs lèvres vermeilles ciselées offraient une rondeur pulpeuse qui appelait constamment à espérer un baiser. Leur nez avait des proportions parfaites, que les narines palpitantes rendaient sensuelles. Grands, bien proportionnés, assez musclés pour qu'on devine leur forme, pas trop pour rester élégants, ils n'avaient qu'à surgir pour capter les regards. Leur perfection était rehaussée par le fait qu'ils étaient deux absolument identiques. Des jumeaux laids font rire, des jumeaux beaux émerveillent. Cette gémellité donnait quelque chose de miraculeux à leur splendeur. Moi, ce que j'aime dans cet extrait, c'est qu'il te décrit les deux personnes les plus belles qui existent, et qui sont aussi belles l'une que l'autre, puisqu'elles sont identiques. Donc déjà, ça, c'est intéressant. Mais il te décrit ça d'une façon, mais c'est monumental. Sauf que juste avant, il vient d'expliquer pourquoi c'est horrible. Et je trouve ça magnifique. Parce que c'est toujours dans l'autre sens que ça se fait. Quelqu'un va te décrire un truc magnifique, et pour te mettre vraiment de l'effet dans la fin de son truc, là il te dit, et c'est pour ça que c'est atroce, tu vois. Eric Emmanuel Schmitt, il fait le contraire. D'abord il te dit, c'est horrible, cette beauté, tu vois.
C'est horrible de grandir avec une beauté pareille. Et en fait, il te fait cette description qui est magnifique, déjà magnifiquement racontée, et qui décrit quelque chose de tout aussi beau. Et tu sens, en fait, au fur et à mesure que tu lis, à la fois t'es impressionné, tu te dis, ah oui, quand même. Et plus tu lis ça, et plus tu comprends son désarroi, en fait, son désespoir. C'est ses grands frères, hein. Lui, il a pas eu le droit à ça, et pour lui, c'est devenu un enfer, en fait, à cause de ça. Parce que du coup, tout le monde le ramène à ça. Donc ça se trouve, en fait, le gars, depuis le début, bah, il est loin d'être moche, tu vois. Mais il le sera lui-même jamais, en fait. Parce que il a grandi avec ces deux mecs-là. Et la façon dont c'est décrit, je trouve ça vachement fort. Et du coup, je vous en ai noté deux autres des citations. Alors, si le moche n'attire pas d'emblée, il se fait remarquer, il provoque le commentaire, l'obscurité cesse, l'anonymat s'évanouit, la route s'ouvre, que dis-je, l'autoroute. Le moche ne peut que progresser. Il surprendra sans cesse. Il se montrera d'autant plus séducteur qu'il est moins séduisant. Il marivaudera d'autant mieux qu'il perd dès qu'il se tait. Il sera plus audacieux, plus rapide, plus amoureux, plus flatteur, plus enivré, plus généreux, bref, en un mot plus efficace. Les moches sont des amants délicieux. Les moches sont toujours vainqueurs en amour. Voilà, l'ode aux gens moches. C'est fou, hein. Mais moi, ce passage-là, j'ai trouvé magnifique. Parce qu'en plus, c'est un peu vrai, tu vois. Et enfin, je veux dire, c'est un peu vrai. À la fois, c'est pas à moi d'en juger, puis de toute façon, on a tous notre définition de ce que c'est que quelqu'un de beau et de quelqu'un de moche, tu vois. Mais c'est bon, le mot moche, pour le coup, est vraiment un mot moche. Mais sa façon de décrire ça, c'est. Tout le roman, il t'explique à quel point la laideur est pour lui, sachant que c'est le personnage qui s'exprime, hein, et pour lui le pire des fléaux. Et d'un coup, t'as cette. Enfin, c'est pas une tirade, mais t'as ce paragraphe descriptif de ce qu'est la laideur et de pourquoi c'est mieux que la beauté. Bah, c'est vachement fort, je trouve. Et après, c'est beaucoup plus fort quand tu le lis dans le bouquin, évidemment, hein. Mais moi, j'ai bien aimé la façon d'exprimer ça. Et puis, c'est rythmé d'une telle façon que plus tu le lis, plus t'accélères, plus t'accélères, plus t'accélères, et puis d'un coup, pof. Et là, ça repart tranquillement. Et j'aime bien ce rythme que t'impose Eric Emmanuel Schmitt dans son écriture. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu dans ce roman, et c'est pour ça que, encore une fois, celui-là, je l'ai lu d'une traite, hein, aussi, hein. Il fait pas loin de 300 pages, hein, donc bon, j'ai lu longtemps, mais il est pas si long que ça, tu vois. Il fait. Enfin, non, il est même pas. J'avais dit tout à l'heure, en plus, 253 pages. Pour les lecteurs avertis, ça se fait 253 pages d'un coup, si t'as le temps. C'est vraiment une question de temps ou de fatigue, quoi. Alors que quand tu débutes à la littérature, enfin à la lecture, ça peut être compliqué, ça j'en conviens. Et le dernier extrait que j'ai sélectionné, celui-là je l'ai pris parce que il résume très exactement le ton du bouquin. Donc ça c'est encore une fois le personnage qui parle, hein, c'est raconté à la première personne. Pour être une œuvre d'art célébrée et commentée par le monde entier, il faut soit être très bien élevé comme Mona Lisa, soit ne comprendre que l'hébreu ancien comme David, soit, comme moi, s'en foutre royalement. Cette phrase, elle décrit exactement le tempérament du personnage, la façon dont il te raconte cette histoire. Parce que je veux dire, tout ça, c'est à lui que ça arrive, hein. Ça part du principe où il va se suicider parce que sa vie c'est de la merde selon lui, parce qu'il a pas eu de chance, parce que voilà, à sacrifier tout son corps pour les lubies d'un vieil artiste taré, abandonner toute humanité pour ça, et tout ça il te le raconte en mode c'est juste une histoire, quoi, c'est juste ça. Et je trouve ça vachement fort de raconter un truc pareil avec autant de détachement. Et ça, c'est un des trucs qui m'a beaucoup plu dans ce roman aussi. Et c'est vrai que c'est un roman qui est poétique et philosophique, parce qu'en fait, déjà il est poétique par son écriture, sa façon de décrire des choses. L'histoire en elle-même est très poétique, hein, parce que je veux pas vous raconter ce qui se passe derrière, je vous ai déjà raconté pas mal de choses. C'est aussi très philosophique parce que ça pose plein de questions. Parce que par la suite, il y a beaucoup d'événements qui vont être assez hard, hein, dans la vie de ce personnage de Tazio. Ça pose beaucoup de questions, la question de la reconnaissance de l'autre, dialectique du maître et de l'esclave, tout ça, bon, vous connaissez, ou pas, mais bon, voilà. La question de l'identité surtout, genre, au début, même s'il avait une identité qui lui plaisait pas, il en avait une. C'était le petit frère de 2 giga BG que tout le monde connaît, et lui, il provoquait le rire rien qu'en le disant, mais il était Tazio Firelli, et il était quelqu'un. Maintenant, il est devenu la création de quelqu'un d'autre. Il a plus d'identité qui lui est propre. Et ça pose beaucoup de questions, surtout quand il commence à s'en rendre compte. Et l'acceptation de soi aussi, il a tout sacrifié, il a niqué toute sa vie, même s'il comptait la terminer, hein, mais il a niqué toute sa vie
parce qu'il ne s'acceptait pas tel qu'il était. Il a accepté que quelqu'un qui ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, Adam sans mauvais jeu de mots, fasse ce qu'il veut de lui, parce qu'il se disait que ce sera forcément mieux que ce que je suis. Et ça, c'est quelque chose qui est très très balèze dans ce bouquin-là, et qui, quand tu sors un petit peu du ton très éloigné de la gravité du récit, très très détaché, tu te rends compte un peu de ça, tu te poses et tu te dis mais c'est vraiment sale ce qui se raconte en fait dans ce bouquin. C'est raconté avec détachement et avec un peu d'humour, mais c'est très très sale quoi. Et c'est parfois même choquant ce qui se passe dans ce bouquin. Mais c'est tout aussi magnifique en fait. Parce que bon, il se passe des choses vraiment pas drôles. Il se passe certaines choses qui font sourire, qui font rire. C'est un bouquin où tu as toutes les émotions en 250 pages, hein, donc c'est facile. Hein. Tu peux le prendre comme tu veux, ce bouquin-là. Tu peux pleurer, tu peux rire, tu peux dire que c'est de la merde aussi. Hein, tous les goûts sont dans la nature, mais voilà. Ce bouquin-là, je le conseille à tout le monde. Pas autant que La Petite Fille de Monsieur Lin, parce qu'il a pas de... Comment dire, il a pas impacté ma vie au point de La Petite Fille de Monsieur Lin. Mais tout le monde... C'est pas que tout le monde devrait le lire, c'est que tout le monde pourrait le lire. Parce qu'il est vraiment pas difficile, il est court, l'histoire est géniale, c'est super bien écrit. Ça vous montre ce que c'est un bon auteur, qui a pas besoin d'être complexe pour être bon. Donc rien que pour ça, lisez ce bouquin. Hop là, ce bouquin, la petite fille, non. Lorsque j'étais une œuvre d'art, c'est vraiment trop bien. Et comme ça au moins vous mettez un petit peu un pied dedans, dans la littérature contemporaine. Tout simplement. Si vous lisez La Petite Fille de Monsieur Lin et Lorsque j'étais une œuvre d'art, vous voyez vraiment deux aspects de la littérature actuelle française qui se veut un petit peu poétique, on va dire. Et qui se veut poétique et qui l'est. Parce que quand même. Donc voilà. Je pense que c'est tout pour moi. Pour Lorsque j'étais une œuvre d'art, j'espère que ça vous a donné envie de le lire, hein, parce que c'est vraiment très très bien. C'est la fin de cette deuxième édition de la chronique littéraire. J'espère que ça vous aura plu, que ça pourra potentiellement vous avoir donné envie de lire un des trois bouquins, si ce n'est deux, si ce n'est les trois. Et on se retrouve donc toujours tous les mercredis à 20h30, et je vous fais des bisous.